Salut tout le monde. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté, surtout mes petits Jean-Luc Zouz là, hein. Mais récemment s'est tenue à l'Assemblée nationale une commission d'enquête parlementaire dont la mission était étrange, inhabituelle, surréaliste, intéressante en tout cas, hein, déjà parce qu'elle nous a permis d'assister à un show exceptionnel de la part de Mélenchon. Nous avions décidé de vous boycotter. Et vous savez pourquoi. Avouez, ça fait toujours plaisir de voir des pots de chambre du calibre de Preskatevno, par exemple, se prendre une masterclass de la part du vieux briscard Méluche, qui est un des derniers, faut bien se l'avouer, qui se tient un peu debout niveau idéologie et philosophie politique. Des trucs comme ça. Mais je ne peux pas vous cacher l'agacement qu'il y a de voir sans cesse montrer patte blanche devant des inquisiteurs de circonstance qui vous enjoignent de dire ceci, de dire cela. Du calme. Allez, une autre. Moi, j'ai une vie qui témoigne pour moi. Vous n'étiez pas né, j'étais en train d'aider des juifs à quitter l'URSS, alors que j'étais pro-communiste. Mais à côté du main event, Jean-Luc versus The World, il y a eu d'autres auditions, parfois plus intéressantes d'ailleurs. Il y a eu quelques instants de bravoure que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce que c'était que cette commission parlementaire qui enquête, je cite le titre de la commission, sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste, et dont le showrunner n'était autre que le sémillant Lolo Wauquiez, l'homme qui murmure à l'oreille des fachos. Et qu'est-ce que les personnes auditionnées avaient à dire dans ce cadre particulier, quand tout le monde savait que c'était en fait une commission contre la France insoumise. Non, je déconne pas, c'est à tel point que si vous tapez « Commission parlementaire contre LFI » dans Google, vous tombez instantanément sur le site officiel de l'Assemblée nationale. Tout ça a donc dû être un peu maquillé pour que ce soit un petit peu moins abusé aux yeux du public. Alors j'ai tout regardé, oui, ma vie est merdique à ce point-là, et il y a une audition qui a particulièrement retenu mon attention, c'est celle d'un directeur de l'IFOP, qui est invité à partager les résultats d'un sondage qui tombait bien, parce qu'il avait comme sujet principal les Arabes, les musulmans, qu'il était très opportunément paru le matin même de l'audition, et qu'il avait été commandité par un commanditaire, ouais, jusque-là tout va bien, plutôt obscur. De cette audition, j'ai tiré quelques enseignements que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Alors, pour ce dernier épisode de Parlons Chiffres de l'année, oui, je sais, il n'y en a pas eu beaucoup cette année, mais c'est quand même le dernier, le compte est valide. On va parler commission d'enquête, place des sondages dans le débat public, on va jeter un œil à ce fameux sondage sur les musulmans, là, et on va se demander si cette phrase était un acte manqué ou un réel aveu. Aujourd'hui, les dernières zones de force qui existent, si on peut appeler ça des zones de force du macronisme, se limitent aujourd'hui à cette France plutôt de tradition démocrate chrétienne. Pardon, mauvais extrait ? Les enquêtes omnibus qui sont faites par Internet auprès de 1000 personnes et qui alimentent 90% du débat public sont des enquêtes flash, rapides, qui sont honnêtes et qui font le travail, mais qui n'ont pas de prétention scientifique ou universitaire. Pourquoi ? Parce qu'on est là pour répondre à une demande médiatique, pour alimenter les plateaux et l'analyse de nos partenaires médias. C'est des enquêtes de qualité. Je dis juste qu'elles n'ont pas de prétention scientifique et universitaire comme d'autres. Voilà. C'est cette phrase-là qui m'a intéressé. Allez, on y va. Donc, la commission d'enquête sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste, que je vais appeler à partir de maintenant commission, mais pourquoi que les musulmans ils votent tous les filles, dis donc, c'est bizarre. À croire que quand on stigmatise pas toute une population, ils éprouveraient de la sympathie pour vous ? Non, c'est pas forcément mieux, non. Que je vais appeler à partir de maintenant commission contre LFI est une idée originale de Laurent Wauquiez, qu'on ne présente plus, et donc on ne présentera pas. Encore moins à vos parents, par exemple, respectez-vous un peu, qui est parti du constat que les parlementaires de gauche étaient très actifs en termes de commission d'enquête parlementaire sur des sujets qui ne lui plaisaient pas, ou qui ne rentraient pas dans ses petites obsessions. Pêle-mêle, commission d'enquête sur les Uber Files qui mettaient Macron en cause, nommément, commission d'enquête sur l'attribution des chaînes de télé, de la TNT, autrement appelée commission contre Bolloré, ou commission contre C8 et CNews, etc. Est-ce qu'il a dû se dire, le Laurent, c'est un truc du genre « Mais ils font chier ces gauchistes, nous aussi on peut créer des commissions partisanes et totalement idéologiques, ils vont voir ce qu'ils vont voir !» Et on a vu, en effet. Alors, on a d'abord vu que Wauquiez et ses potes, oui parce qu'il était pas tout seul à la manœuvre, ils s'y sont mis à 50, je déconne pas. 50 pégus donc, qui étaient manifestement incapables d'écrire une proposition de commission qui soit assez sérieuse pour être acceptée.
parce qu'elle avait été refusée, cette commission, à l'origine, au motif que les 50 pieds nickelés ne savaient pas écrire un texte correct, voilà. En tout cas, ils savaient pas écrire un texte qui maquillait juste un tout petit peu, leurs fourbes intentions. Comprenez. Une commission d'enquête parlementaire, qu'elle soit à l'initiative de députés ou de sénateurs, il faut qu'elle porte sur un sujet d'intérêt public, il faut écrire un petit texte justificatif qui déterminera avec précision soit les faits sur lesquels la commission enquêtera, soit les personnes, les institutions, etc. Et dans leur graphomanie dominicale, les députés et les républicains à l'origine de cette commission n'ont fait que parler de LFI. Le texte fait une page, LFI est cité 7 fois dedans, alors qu'aucun autre parti politique n'est cité. Le document était truffé d'insinuations vraiment mal intentionnées, assez pauvres en justifications concrètes, bref. Pour des gens qui défendent la valeur travail, apparemment, ils bossent pas beaucoup, même quand ils s'y mettent à 50 pour écrire une page de texte. J'ai compté, ça fait 18 mots par signataire. Depuis que je vous parle, moi j'en suis à peu près à 1000 mots, j'ai déjà écrit plus de mots que toute la bande à Vauquier, et j'ai pas encore commencé à vous parler vraiment du sujet, remarquez. Et fun fact, la phrase que je suis en train de prononcer contient déjà plus de mots que tout ce qu'un député LR a signé dans la proposition de commission, qui de toute façon, je vous le disais, a tout d'abord été refusée, pour cause de « c'était nul à chier ». Pour cause de « c'était nul à chier ». Voyant ça, le gars Lolo a revu sa copie, bossé un tout petit peu, et donc on a eu droit, finalement, à cette commission d'enquête. Et il faut comprendre que, et c'est surtout vrai depuis les débuts présidentiels de Macron, les députés, c'est un peu des pots de fleurs, quoi. Au début, les macronistes avaient la majorité, ils votaient tous comme un seul Playmobil, l'opposition se faisait systématiquement rouler dessus, bon après la donne a changé, et quand la Macronie a commencé à perdre du terrain, bim, tout se faisait au 49.3, rappelez-vous, c'était il y a pas si longtemps. Et donc, faisant le constat qu'ils n'avaient en fait plus aucun levier de pouvoir à l'Assemblée nationale, puisqu'elle était verrouillée par la mafia Macron, là, les députés de l'opposition se sont tournés vers d'autres leviers, qu'ils avaient peut-être un peu laissés de côté par le passé, parce qu'ils avaient de quoi bosser en séance, quoi, dans l'hémicycle, ou dans les commissions diverses et variées auxquelles ils appartenaient. Et parmi ces autres leviers, il y avait les commissions d'enquête. On y arrive, doucement. Oula, qu'est-ce qui se passe avec cette image ? Salut tout le monde, c'est le Johan du montage. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer pendant le reste de la vidéo. L'image a été gravement surexposée par un rayon de soleil en décembre, oui. Et je m'en suis rendu compte que, là, au moment du montage. Donc pour le restant de la vidéo, l'image, sera un peu cramée, il y aura des points blancs sur ma tête. J'ai essayé de magouiller quelques trucs à l'étalonnage, c'est pas forcément brillant, je suis pas étalonneur. De toute façon, ça changera probablement rien pour vous, faites comme d'habitude, écoutez cette vidéo en regardant autre chose ou en faisant autre chose à côté. Voilà, bonne suite de vidéo, à bientôt, bisous. Et pour les commissions d'enquête, c'est bien simple, c'est comme pour l'huile de tournesol, il y a eu inflation. Il y a eu 55 commissions d'enquête parlementaires depuis que Macron a été élu président, dont 11 rien que depuis juillet 2024 et les dernières législatives. Si on remonte dans le temps, on se rend compte qu'il y en avait eu 17 sous Hollande et seulement 6 sous Sarkozy. Oui, alors c'est pas une compète, mais n'empêche. L'inflation des commissions d'enquête est la résultante de l'empêchement de tourner en rond qui a été systématisé par la Macronie, ça depuis le tout début. Vauquier s'est donc engouffré dans cette brèche, sauf que tout s'est pas passé comme prévu. Fun fact, au début, personne ne voulait s'occuper de ce truc, tellement c'était naze en fait, à tel point que le seul candidat pour présider la commission d'enquête contre LFI, c'était Aymeric Caron, qui est un député LFI. C'était un troll de très très haut niveau, j'aurais adoré voir ça. Au final, ça a bien eu lieu, la commission s'est conclue le 10 décembre 2025, et a rendu ses conclusions le 17. On a hâte de savoir ce que ça a donné. Tout le monde s'en fout. Et donc, comme tout ça a eu lieu, je peux enfin venir à mon sujet, l'audition du directeur de l'IFOP. Le 18 novembre 2025 se sont ainsi succédés à l'Assemblée Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Pas de blague, ouh, je veux pas de problème, moi. Même si apparemment on a le droit de dire que c'est une cuve à pied. Et monsieur François Kraus, directeur du pôle opinion de l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique, la plus ancienne entreprise de sondage de France. Il était invité notamment parce qu'il venait de publier un sondage sur
je cite mais formulé plus correctement, le rapport des musulmans de France à l'islam et à l'islamisme. Il était d'ailleurs assisté de madame Mathilde Tchounikin, qui est très certainement la chargée d'études qui a vraiment mis en œuvre le sondage en question, qui avait du coup certainement plus de précisions à apporter, mais qu'on ne laissera pas franchement parler pendant l'audition. C'est dommage. Et cette audition, je l'ai trouvée lunaire. D'abord parce que François Kraus insiste assez régulièrement sur le fait qu'il est bien entendu ravi de répondre à vos questions, c'est très sympa de m'avoir invité, mais qu'il a pas grand-chose à voir avec le schmilblick, en fait. Sur le vote musulman, on a très peu de données, puisque comme je vous l'expliquais, il n'y a pas de données de cadrage vraiment lourdes qui permettent d'avoir des données incontestables. Il faut comprendre que c'est un élément qui est compliqué à mesurer, parce que dans nos échantillons qui sont faits dans des enquêtes aujourd'hui, faites très rapidement, qui sont faites le jour du vote, pendant 6-8 heures, entre 9h du matin et 18h, ce n'est pas ce qu'on peut appeler les enquêtes les plus fiables et les plus solides que les instituts réalisent. Mais allez, passons, à la limite. Bon, il rappelle qu'il a quand même pas mal bossé sur des sujets liés aux religions dans la société, au débat contemporain sur le port du voile à l'école, par exemple. Bon, allez, d'accord. Les députés, ils ont vu le petit sondage sur les musulmans, ils se sont dit, ça colle avec le sujet, les musulmans, après tout, c'est jamais que des arabes. Il y a un lien avec LFI, clientélisme, tout ça. Je suis de droite. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné pendant cette audition, c'est les couillasses du gars, ou l'inconscience, je sais pas vraiment, quand il a lâché ça. Mais la plupart des enquêtes aujourd'hui sont des enquêtes flash, rapides, qui sont honnêtes et qui font le travail, mais qui n'ont pas de prétention scientifique ou universitaire. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler les enquêtes les plus fiables et les plus solides que les instituts réalisent. Pourquoi ? Parce qu'on est là pour répondre à une demande médiatique, pour alimenter les plateaux et l'analyse de nos partenaires médias. C'est des enquêtes de qualité. Je dis juste qu'elles n'ont pas de prétention scientifique et universitaire comme d'autres. Ah ouais, quand même. Non, je veux dire, on le savait, mais là, franchement, balancer ça en public, sous serment, en plus, non, y a le beau geste. Ça fait d'ailleurs écho à une autre audition, celle de Vincent Tibéri, ouais, ça se dit Tibéri, qui pour le coup est un chercheur en sciences politiques, un spécialiste de sociologie électorale, qui maîtrise plutôt son sujet, et qui disait ça à propos de l'IFOP. J'imagine que vous voulez m'amener vers là, m'amener vers l'enquête IFOP. C'est là où j'ai des problèmes avec cette enquête. Je pense qu'on aurait dû, quand on pose ces questions-là, vérifier que les gens ont vraiment conscience de ce que sont les frères musulmans. Parce que mine de rien, je crains que dans une logique d'enquête, on aurait dû travailler un peu mieux. Alors même que, pendant son audition, François Kraus a passé beaucoup de temps à vanter la qualité de son étude, comparativement aux études dites omnibus, la grande majorité des études, qui sont comment, François ? Je dis juste qu'elles n'ont pas de prétention scientifique et universitaire comme d'autres. Et il a tout à fait raison, d'ailleurs, de dire que son étude est de meilleure qualité. Visez-moi ça. 14 000 personnes interrogées, tout ça pour pouvoir reconstituer un échantillon d'à peu près 1000 musulmans. C'est gigantesque, c'est d'autant plus que ça n'a pas été une enquête faite par internet. Vous savez, où on interroge un panel habituel qui va aller remplir lui-même son petit questionnaire tranquillou sur son siège, parfois en échange d'une petite gratification. Là, non, c'était des interviews par téléphone, ça prend un temps fou, ça mobilise un nombre inhabituel de salariés, et ça coûte un pognon monstre. Non, y a pas. Structurellement, c'est plutôt de la belle ouvrage. Bon, par contre, ce qu'il y a dedans, le fond, ça se discute un peu plus. Mais on verra ça après. Il faut qu'on parle un peu fabrication de l'opinion publique. Les sondages, vous le savez si vous êtes un peu informé sur le sujet. Par exemple, si vous avez vu ma série de vidéos sur les sondages, ou ma conférence gesticulée, oui, c'est le moment où je vous demande de vous abonner, tout ça. Les sondages donc participent beaucoup plus à forger, à construire, à fabriquer l'opinion publique, plutôt qu'à la révéler. Si on reprend notre petit Bourdieu illustré, les sondages, en gros, ils ne captent pas l'opinion des gens comme ça sortis de nulle part, ils sont insérés dans des processus sociaux et des processus de production qui font d'eux des techniques de renforcement, de validation des sujets médiatiques du moment. Le schéma classique, c'est l'irruption d'un sujet chaud du moment dans les médias, avec une manière dominante de le traiter, une manière dominante de répondre à la question soulevée, je veux dire, et ça aussi, c'est issu de
de processus sociaux, économiques et j'en passe. Un sujet et sa manière de le traiter vont donc être livrés au public. Des sondages seront commandés pour savoir si les gens ont retenu ce qu'on leur a dit. Sondage d'ailleurs commandé par des médias qui vont ensuite s'empresser de valider leurs choix éditoriaux à l'aune de la réception de la sacro-sainte opinion. C'est un cercle, en fait, hein. Ça se renforce à chaque tour de piste. Un sondage ne dévoile donc pas les opinions, mais si on croit Bourdieu et ses continuateurs, il enregistre la bonne connaissance par le public de la manière dominante qu'on a de traiter un sujet social. La bêtise qu'on fait, c'est de l'interpréter comme voici ce que pense l'opinion. Alors, forcément, je résume, hein, mais ça, un sociologue des médias, un politiste, il le sait, vous pensez bien. Et une fois de temps en temps, il va venir nous le dire dans un bouquin, une interview, peu importe, sauf qu'on l'écoute pas. En général, cette critique, qui n'en est pas une en réalité, hein, c'est simplement l'explication du fonctionnement concret du bousin, ne va pas provenir d'un des chefs d'une des officines qui produisent ces sondages, ces instruments de validation de ce qui est mainstream. Et rien que pour ça, l'audition de Krauss, elle est, je trouve, très précieuse. C'est une espèce de bouffée d'air frais. Certainement pas intentionnelle, hein, mais c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour construire une analyse critique. Le mec l'a dit. Que 90% de ce qu'il fait est nul, techniquement faible et scientifiquement zéro, et que son utilité première, c'est de servir de plateau apéro sur les plateaux des chaînes info. Et il va falloir s'en souvenir de ça, hein, et puisque c'est lui-même qui le dit, et sous serment, moi personnellement, je vais pas m'en priver. Mais oui d'ailleurs, le mec est invité sur la base d'un sondage qui n'a de son aveu même que peu à voir avec le sujet. Sur le vote musulman, on a très peu de données, puisque comme je vous l'expliquais, il n'y a pas de données de cadrage vraiment lourdes qui permettent d'avoir des données incontestables. Alors, on peut aller le regarder un petit peu le sondage ou quoi, là? Alors, je vais pas tout détailler, hein, je vous mets en description, comme toujours, des documents si vous voulez creuser, je vais vous mettre le rapport de l'IFOP, des articles critiques, je vais surtout aller pointer les infos les plus saillantes du rapport, ce qu'on a le plus entendu parler en tout cas. Et pour commencer, vous avez peut-être entendu au détour d'un plateau télé ou d'une brève que les musulmans étaient de plus en plus nombreux à vouloir la charia. Je rigole pas, hein, il est raconté, dans des articles qui rapportent les résultats du sondage, que 46% des musulmans voudraient la charia. Peu importe le pays dans lequel ils vivent. Charia maintenant. Sauf que, quand on regarde vraiment le graphique, on se rend compte que non, c'est pas ça. C'est pas 46%. C'est 15%. Alors c'est beaucoup déjà, hein. Mais d'ailleurs c'est en recul, si on en croit les données de l'IFOP. Bonne nouvelle, je sais pas. La question sur la charia qui effectivement a beaucoup inquiété. Et elle a beaucoup inquiété, alors assez souvent d'ailleurs parce qu'on n'interroge que les musulmans. Alors pour mémoire, c'est en fait quelque chose qu'on connaît bien dans la sociologie des religions et on appelle ça la culture intransigentiste. On s'est rendu compte que le taux d'intransigentistes était à peu près le même dans les trois religions. Ce qui nous montre que derrière, effectivement, ça renvoie à ce que c'est que la religion. La religion, c'est effectivement des logiques d'absolu. Que 31% des personnes interrogées ont dit « Oui, la charia, pourquoi pas, mais faut bien s'adapter aux règles du pays dans lequel on vit, non ?» Et qu'au bout du compte, on s'aperçoit que ce qu'a répondu la majorité des personnes interrogées, la réponse la plus donnée, c'est « non ». 47%. La charia n'a pas à s'appliquer dans les pays non musulmans, hein. Et cette opinion-ci, c'est celle qui serait en plus forte progression. Mais on en reparlera des progressions. Autre point saillant du sondage, les musulmans seraient de plus en plus nombreux à dire qu'ils privilégient les lois de l'islam aux lois de la République. Alors là encore, si on regarde d'un peu plus près, le sondage nous indique que 44% des musulmans interrogés privilégieraient le respect des règles de religion par rapport aux lois françaises. Alors déjà, il y a une certaine manière de le présenter, parce que je peux vous sortir la même info, tournée dans l'autre sens. 49% des personnes interrogées ont répondu qu'elles privilégieront bien sûr la loi face aux règles de leur religion. Là où ça devient assez deep, c'est qu'il faudrait un petit peu regarder la question qui a été posée, hein, pour bien comprendre ce que ça veut dire en vrai. Parce que là, de but en blanc, on pourrait croire que c'est une prise de position globale de la part d'une bande de séparatistes, sauf que la question posée c'était, sur un sujet important dans votre famille, comme l'abattage rituel, le mariage ou l'héritage, que feriez-vous si vous deviez choisir entre le respect des lois françaises ou le respect des règles de votre religion? On a donc interrogé des gens sur la base de sujets présentés comme importants pour votre famille, familiaux, donc qui peuvent être vus par les répondants comme
complètement personnel, intime presque, et en donnant 3 exemples. Évidemment que les gens ont répondu sur ces 3 exemples et pas sur autre chose. C'est pour ça que dans les sondages, on évite de donner des exemples, c'est pour pas influencer les gens. Et donc, on ne peut pas monter en généralité là-dessus, et titrer « les musulmans veulent pas respecter les lois ». C'est pas possible, ça. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas de problème de légalité en ce qui concerne par exemple l'abattage rituel. C'est encadré, c'est possible. Donc en fait, la question portait sur un conflit qui n'existe pas. Ça va forcer une lecture séparatiste des réponses données, alors que les gens ont très probablement répondu sur autre chose. Comme c'est courant dans les sondages, quand vos questions sont mal branlées. Deuxièmement, si vous avez regardé attentivement le graphique, vous vous êtes peut-être rendu compte que la proportion de gens répondant qu'ils respecteraient avant tout la loi française a beaucoup diminué. C'est tout à fait vrai, hein. Dans le graphique présenté par l'IFOP, on nous propose une comparaison avec une autre étude, qui a été publiée en 1995. On aurait, du coup, une espèce d'évolution sur le temps long. Et alors là, attention, c'est un truc de professionnel, ne retentez pas ça chez vous. L'autre étude de 1995 et dont l'IFOP pense qu'elle peut servir de point de comparaison avec son étude de 2025, c'était un sondage réalisé pour Valeurs Actuelles, hein, déjà à l'époque, ouais, auprès du nombre faramineux de 404 personnes, et dont la question était: si vous deviez choisir sur un sujet grave entre le respect des lois françaises et des règles de votre religion, que feriez-vous ? La comparaison peut pas fonctionner, hein, puisque dans un cas on parlait de sujet grave, on mentionnait que c'était grave, hein, et le fait de dire grave va impliquer que la majorité des gens vont se conformer à la loi, quand de l'autre côté on parlait de sujet important dans la sphère familiale, sous-entendu pas grave, ou pas toujours grave, ou pas forcément grave, parce que les gens, c'est ainsi, ils ne voient pas automatiquement faire le lien entre ce qu'ils considèrent être des pratiques personnelles et le cadre rigide de la loi. Et c'est pas la seule occurrence de comparaison foireuse dans ce sondage. En fait, il en est farci. À chaque fois que le sondage de 2025 cherche à se comparer dans le temps avec d'autres études, pour proposer des indicateurs d'évolution, de telle ou telle pratique, de tel ou tel comportement, quand on remonte à la source, bah c'est franchement limite, quoi. Sur la question du droit à l'apostasie, c'est-à-dire du droit à renier sa religion, pour en changer par exemple, ou pour arrêter d'en avoir une, se tourner vers l'athéisme, venez, on est bien. Et qui est un problème, effectivement, si on suit littéralement les préceptes islamiques, eh ben on se rend compte que l'IFOP essaye de comparer ses résultats d'une grande étude assez robuste en termes de nombre de personnes interrogées, et qui est censée être représentative, ça sur le processus, y a pas de souci, hein, avec une vieille étude de 1989, réalisée sur 500 personnes à peu près, et qui habitaient toutes uniquement à Paris, à Lyon ou à Marseille. Allez, dernier exemple, au sujet du port du voile. Eh ben là, c'est la fête à la saucisse de volaille, les copains, parce qu'on a 3 points de comparaison dans le temps, tous plus pétés les uns que les autres. À savoir d'abord, un sondage réalisé pour le magazine Elle, mené auprès de 300 femmes majeures musulmanes vivant en France, une seconde étude, assez similaire à celle qui nous occupe, c'est-à-dire avec environ 15 000 personnes réalisées en 2016, sans qu'on puisse savoir combien de personnes il y a dans l'échantillon dit des femmes musulmanes, je peux pas calculer une marge d'erreur là, et un troisième qui a été fait auprès de 1000 personnes, toujours sans précision du nombre de personnes qui ont vraiment répondu. Tout ça mélange les méthodes, on a de l'entretien en face à face, on a de l'entretien téléphonique. Comment ont été tirés les échantillons? On en a aucune idée. Ah si, on sait un truc. Ils ont sélectionné dans leur fichier les personnes de religion ou d'origine musulmane. D'origine musulmane. Genre de musulmanie. Bon, vous l'avez compris, c'est pas très sérieux, hein, contrairement à ce que disait François Kraus. Il faut comprendre que ces enquêtes-là sont pas des enquêtes classiques comme les enquêtes omnibus qui sont faites par Internet auprès de 1000 personnes et qui alimentent 90% du débat public. De temps en temps, vous avez des grandes enquêtes du Cevipof, de think tanks qui sont faites auprès de 10 000 Français, qui sont enquêtes de référence. On est aussi, ici, en face d'un sondage qui n'est fait que pour faire parler sur les plateaux de télé. J'aurais bien eu envie, moi, de vous le commenter, de vous dire que, par exemple, le sondage semblerait montrer que le port du voile a en fait reculé ces dernières années, mais au vu du sérieux de la méthode et du mélange des sources, mieux vaut ne rien dire. Ce sont des gens qui bricolent des études, alors certainement avec toute la bonne volonté du monde, hein, et je plains sincèrement tous les collègues chargés d'études qui doivent aller bosser pour ce genre de personnes, puisqu'il faut bien bouffer, mais ça servirait à rien.
de le commenter. Le truc est daubé du cul. Donc voilà, ce sondage de référence, comme le dit Krauss, il est quand même carrément critiquable. D'ailleurs, beaucoup de monde ne s'est pas privé de le critiquer. Mélenchon et son crew d'insoumis, ils ont même pas tardé à réagir. Ils ont carrément porté plainte. Ils ont estimé que ce sondage avait donné du grain à moudre à qui il voulait pour se répandre en discours d'incitation à la haine ou à la discrimination. Par contre, il y a un truc qui, moi, m'interroge davantage que les résultats de ce sondage, c'est son coût. Une étude pareille, ça doit coûter bonbon. Et quand on voit qui l'a commandé, qui l'a payé, je me demande bien où est-ce qu'ils ont trouvé le pognon. Parce que les gens qui ont payé pour ça, je vous promets, il y a 9 chances sur 10 pour que vous en ayez jamais entendu parler. Un sondage donc, ça tombe pas du ciel, ça se finance, ça se vend, ça s'achète, c'est un produit. Les entreprises de sondage vont pas faire ça gracieusement pour la beauté de la science, puisque je le rappelle, et comme le disait mon bon François... Mais la plupart des enquêtes aujourd'hui sont des enquêtes flash qui font le travail, mais qui n'ont pas de prétention scientifique ou universitaire. Et en fait, d'ailleurs, une entreprise de sondage, en vrai, c'est avant tout une entreprise qui fait des études de marché. Les sondages, pour eux, c'est plutôt un revenu complémentaire qui va bien sur le CV. Ce sondage qui a fait grand bruit a donc été commandé par une obscure revue, un magazine que vous ne connaissez sûrement pas, ou bien que vous avez, comme moi, découvert très récemment, à la faveur de l'audition de Mélenchon, en réalité. Écran de veille. Je vais pas y aller par 4 chemins, cette revue est à bien des égards chelou. Il y a une grosse vibe franc-tireur, mais en plus violent, je sais pas comment dire, avec moins de façade intellectuelle. Une vibe Le Point, mais complètement fauchée. D'ailleurs, leur site internet, il est tout pourri. On dirait un vieux WordPress. Je vous mets quelques-unes là, dites-moi si vous trouvez pas ça un peu orienté. Les mineurs ultra-violents, la Palestine islamisée, l'antisémitisme, le Médine. Et c'est quoi ce délire avec les frères musulmans ? Ça revient tout le temps, là. C'est leur tout premier numéro, il était déjà là-dessus. Après, ils sont aussi anti-Trump, anti-populistes, ils se disent anti-complotistes. On dirait une énième tumeur du printemps républicain. Et pourtant, ils se revendiquent même pas. D'ailleurs, en fait, c'est assez drôle, leur délire avec les frères musulmans, là. Ils se revendiquent anti-complotistes, mais ils voient des frères musulmans partout. Ils pensent que c'est un genre de société secrète, qu'ils ont des phrases codées ou je sais pas quoi, là. Ça louche quand même vachement du côté du complotisme, ça, non ? Bref. En fait, pour vous présenter la revue Écran de veille, je vais juste laisser sa rédactrice en chef vous en parler. C'est une revue mensuelle, laïque, républicaine, progressiste. On se dit ça, si ça a encore un sens, au moment où toutes les valeurs sont sans dessus-dessous. C'est une revue qui a été créée en 2019 et qui vraiment poursuit un combat contre le fanatisme, l'obscurantisme, qui se mobilise pour la laïcité et tout ce qui fait le socle de notre République. Je salue les amis de Charlie Hebdo, je salue Le Point, je salue aussi Le Figaro. Ouais, salut les copains, salut les amis. Salut mon pote. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Bon, ça a tout l'air d'être un gros torchon, mais il y a mieux. Il y a une petite phrase qui est passée un peu inaperçue pendant l'audition de Mélenchon, et qui parle justement de ça. Là-dessus, nous voici partis avec un sondage qui donne lieu à toutes sortes de commentaires dans la presse en disant il est manipulé. Qui l'a fait ? Vous avez reçu 2 personnes. Président, il est important, monsieur le rapporteur, monsieur le président, que vous sachiez qui vous a recommandé d'entendre ces 2 personnes. Car elles sont liées à un journal qui n'existe pas, mais qui est distribué gratuitement à l'Assemblée nationale. Et ce journal est lié à un fonds qui lui-même est lié aux Émiratis. C'est l'objectif de ce journal, Écran de veille, de provoquer des débats publics. Et c'est eux qui, par compétition avec le Qatar, ont imaginé qu'il fallait mettre en cause les frères musulmans. Donc quoi ? Quelque chose à dire, madame la rédactrice en chef ? Par Mediapart, oui, on nous accuse d'être financés par les Émirats Arabes Unis. Alors je le dis tout de suite, on a toutes les preuves, nos comptes sont clairs, tout est déclaré en France, tout est fiscalisé en France. Et Atman Tazaghart s'en est d'ailleurs expliqué dans plusieurs papiers, dans plusieurs entretiens. Naturellement, il y a toujours une déformation de ses propos. Encore une fois, on cherche tout pour nous discréditer. On nous accuse d'être finalement une revue confidentielle financée par une influence étrangère. Bon,
C'est quoi ce bordel? Ce à quoi fait allusion Mélenchon, c'est une série d'articles de Mediapart sur des soupçons d'influence, voire d'ingérence de la part des Émirats Arabes Unis. Il y a tout un tas de ramifications dans l'histoire, mais en gros, il s'agit d'accusations de transfert de fonds depuis les Émirats vers diverses personnalités, officines ou organismes, pour faire la promo de leur pays, enfin surtout pour taper sur leurs ennemis. Et dans leurs ennemis, il y a les frères musulmans. Plus précisément, en fait, il y a le Qatar, qui est, lui, pour le coup, un des soutiens les plus fervents des frérots. En se penchant sur l'article, on se rend compte que plusieurs personnes qui collaborent à ce journal, dont son fondateur, auraient pu, ou en tout cas ont été accusées d'avoir touché du pognon en échange d'écriture d'articles, d'avoir rencontré des agents d'influence, etc. Alors on n'a pas le fin mot de l'histoire, hein, évidemment les personnes mises en cause se défendent, hein, mais en général Mediapart ils sortent pas une cartouche comme ça sans être sûr d'avoir un dossier en béton. Pendant mes recherches, je suis aussi tombé sur un vieil article de l'Observatoire du journalisme, qui avait été écrit au moment du lancement de la revue Écran de veille. Enfin, pas vraiment son lancement, plutôt de son changement de maquette, pour être précis. Hop, regardez. Et où les gars disaient carrément, là, que c'était un magazine néoconservateur d'influence, inspiré par au choix Israël, l'Arabie Saoudite, les milieux bellicistes américains ou les Britanniques. Alors, bon, là, ça tire à balles réelles, les gars, hein, ça accuse un petit peu fort, ils allaient carrément loin. Mais c'est pour dire que, depuis le début, personne n'est dupe de ce machin. Ce magazine semble bien être un faux-nez pour quelque chose d'autre, hein. Apparemment, ils ont acquis une petite répute dans les milieux autorisés. Alors, plutôt bonne chez les politiques, de droite, et plutôt mauvaise chez les journalistes. Parce que là où ça devient encore plus ouf, c'est que deux auteurs qui participent régulièrement à la rédaction d'Écran de veille, Nora Bussini et Emmanuel Ravasi, ont été entendus par la commission d'enquête. Et oui, je viens de dire Nora Bussini, la fameuse journaliste infiltrée chez les woke avec sa perruque rose et tout et tout. Mais rigolez pas, cette personne elle est prise au sérieux là, on en est là, on vit dans l'idiocratie. Elle s'est d'ailleurs commise dans un tweet récent en affirmant avoir lu en exclusivité et en avance le rapport de la commission d'enquête contre LFI, ses conclusions finales de la fin véritable, qui selon elle, confirmerait officiellement des liens entre des responsables de la France Insoumise et des figures de l'islamisme. Donc la meuf qui a été entendue par la commission pour dire que LFI égale islamiste, qui était la même, qui avait un peu inspiré, on va le dire, hein, la dite commission, en écrivant son bouquin « Les nouveaux antisémites », le bouquin qui accuse la gauche d'être les vrais nazis modernes, en résumé, vient se féliciter que le rapport final, ce serait tout bien comme elle a dit. C'est quand même étonnant que cette femme qui a été auditionnée, qui travaille pour le commanditaire du sondage dont on a parlé dans la commission, ait eu accès au rapport avant la publication, parce que spoiler, il a été publié le 17 décembre, c'est hier pour moi, hein, mais le 18 quand je tourne, et il dit exactement ça, hein. Alors, pour atténuer un peu le côté anti-LFI, la conclusion du rapport rappelle quand même que des partis de la droite et du centre pourraient aussi avoir en leur sein des individus qui flirteraient avec des groupes islamistes, ou des personnes qui font de l'influence pour des groupes islamistes, mais dans leur cas, c'est parce qu'ils se font berner, ils se font tromper, c'est des petits choux, alors que pour LFI, c'est une stratégie électoraliste, hein. Alors en termes, c'est marrant, puisque pour tous les autres partis, le rapport parle bien de stratégie électorale, sans le ist, hein, parce que rajouter un ist, c'est infamant pour pas cher. Bref, le rapport final réchauffe toutes les obsessions d'un Pascal Pro et nous le sert avec un vernis parlementaire. Voilà. Il dit même l'inverse que ce que les agents du renseignement auditionnés ont dit pendant leur audition, c'est assez pathétique. Et j'espère que ça finira au fond d'une corbeille ou sous un meuble pour servir de cale, histoire que ça trouve quand même une utilité. Alors, que retenir de tout ça? Que comme d'habitude, il ne faut pas trop se fier aux sondages, hein, voilà. Déjà d'une, parce que de l'aveu même de l'IFOP, la plupart du temps, c'est pas du tout scientifique et ça ne sert qu'à faire parler sur les plateaux des chaînes d'infos en continu, qu'en plus, loin d'informer sur quoi que ce soit, ils agissent en réalité comme des boucles de rétroaction qui n'existent que pour renforcer le discours dominant, et qu'en plus, on n'est jamais sûr de qui il a à payer, hein, et de quels sont les vrais objectifs derrière. Que les sondages, ce sont aussi des outils d'influence. Ça permet de venir commenter les sujets de votre choix sur le plateau télé. Bon, par contre, le sujet, c'est jamais comment saisir les moyens de production et en finir avec les milliardaires, solution 1, solution 2, solution 3, hein, non. Faut que ça colle un peu avec le zeitgeist, quand même. Si on m'avait dit qu'à partir d'une phrase qui m'avait fait marrer pendant une commission d'enquête toute pétée, je serais arrivé à des histoires d'ingérence étrangère et d'argent des Émirats, franchement, je l'aurais pas cru.
On peut se désoler que des députés, des parlementaires soient nuls au point de se fourvoyer dans des trucs pareils, à essayer de faire le spectacle, alors que non, Prisca Thévenot, tu n'as pas les moyens rhétoriques pour te frotter à Jean-Luc, c'est comme ça. Alors effectivement, Monsieur Mélenchon, on va aller droit au but. Montrez-nous, aujourd'hui devant cette commission, que vous n'êtes pas devenu, malgré vous ou par calcul, le cheval de Troie idéal de l'entrisme islamiste dans notre politique française. Allez-vous vous me montrer que vous n'êtes pas le cheval de Troie d'un pays étranger qui cherche à faire passer ses assassinats pour une cause noble? Je ne vous poserai pas la question, je connais la réponse. Et on se désolera toujours autant que dans ce pays, si tu veux faire parler les cons et faire diversion, il suffira toujours de balancer une saloperie sur les musulmans, et ça marchera. Voilà, notre classe politique. Se Trumpise à vitesse grand V, ne soyons pas dupes, gardons les yeux ouverts, soutenons-nous les uns les autres. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, passez-la avec qui vous voulez, et faites ce que vous aimez. Et moi, comme le chanterait mon ami Joey, et comme chaque année, je n'ai pas fait de liste au Père Noël. Parce que tout ce que je veux,